Hello, bonjour à tous. Est-ce que vous pouvez nous dire dans le chat si vous êtes bien connectés, si vous entendez bien tout ce qu'on vous raconte de Ouais, ça a l'air bon, nickel. Bienvenue à tous et à toutes. Comme vous pouvez le voir, d'après le timer qui s'affiche à côté de moi, nous avons prévu de commencer dans exactement 3 minutes et 6 secondes. Ça nous laisse donc 3 minutes pour tous se dire bonjour. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut réciter des poésies. Je ne sais pas trop. T'as prévu quelque chose, Aurélien? Non, j'ai rien prévu du tout. Je savais pas que tu faisais aussi de la poésie. Bonjour tout le monde. C'est un peu trop rapide pour répondre à tout le monde, donc on va faire un bonjour global. Il y a des gens qui demandent Zelda, très original. Merci Alex. Non, Zelda, j'ai déjà fait, pas cette semaine. À chaque Ou fois. alors, il faudra que je prépare sur un autre instrument, parce que là, au Launchpad, sinon, vous allez commencer à croire que j'ai un répertoire pas très varié. Mais non, la prochaine fois, je pourrais prévoir une autre chanson de Zelda, ou on trouvera quelque chose, promis. Ou alors, on fera un meet-up rien que sur les instruments de musique chelous, et la manière dont on peut partager des formes d'art musical Moi, durant ces périodes j'aimerais bien, difficiles. Jérôme, que tu fasses du thérémine. Parce que avant de rencontrer Jérôme, il y a ça un petit bout de temps maintenant, je pensais que personne au monde ne savait ce que c'était qu'un thérémine. Et Jérôme m'a vite coupé le clapet en me disant mais bien sûr que oui. Non, alors j'ai un thérémine, mais c'est pas parce que j'ai un thérémine que je sais en jouer, malheureusement, ou heureusement, je sais pas trop. Donc je pourrais essayer de faire un peu de thérémine la prochaine fois. Ça va être un peu compliqué parce que l'endroit d'où je stream, c'est pas super grand, et le thérémine, faut un peu de place autour. Le thérémine, je sais pas s'il y a, je sais pas combien il y a de gens qui connaissent, mais un thérémine, en fait, c'est l'espèce d'enfant un peu hybride entre un poste de TSF des années 20, enfin 1920, je veux dire, je sais pas, un violon, et c'est un truc qui a des antennes, on bouge, et ça fait des sons genre oui, un peu comme dans les Beach En Boys fait, ou des trucs comme ça. la caractéristique du thérémine, c'est qu'en plus, c'est le seul instrument de musique où tu en joues sans le toucher. C'est ça, c'est ça. Ah, du handpad, bonne idée, ouais, bonne idée. Euh, j'en ai joué il y a quelques années à Seattle, mais j'en ai pas ici. Mais je peux émuler un handpad avec mon launchpad. Mais bon. En 42 secondes avant le démarrage. Ah, comment faire des images Dockerlight, résumé de mes articles en 2 minutes. C'est un peu chaud. Tout ce qu'on peut faire, je pense, c'est donner l'URL de la série de blog posts ou de la repo. D'ailleurs, je vais peut-être bientôt faire une série de blog posts sur comment faire des images pour ARM, parce que j'ai eu l'occasion d'expérimenter il n'y a pas longtemps avec un Mac M1. Donc maintenant, je sais faire des images multiplateformes. C'est beaucoup plus facile que ce qu'on pourrait croire, en fait. Et ouais, on est très fort pour meubler. Encore quelques secondes. Attends, Jérôme, je mets le lien pour la série Docker Optimization. Il y a Julien qui t'a grillé. Ah, Julien, mais trop rapide. Encore plus fort, voilà. Ça y est, ok, nickel, Bon. bien. Et donc, cette fois, je vais laisser Jérôme et moi, je fais rien. Je reste dans les coulisses et je te laisse, Jérôme, la main. Et donc, je m'en vais, je disparais. Et je vous souhaite un bon moment. Vous êtes quand même 151. Hein. 151 sur le pastis, donc. Bon, on arrête les bêtises, au moins pour 1 minute. Donc, bonjour, bienvenue dans ce meet-up. Donc, on va parler un petit peu de plugin CNI dans Kubernetes, et on va même changer de moteur en plein vol, ce qui fait tout de suite un petit peu impressionnant. Donc, je suis Jérôme Petazzoni. Si vous voulez m'entendre, ou plutôt me lire, me plaindre à propos de plein de choses, vous pouvez me suivre sur Twitter ou pas. Donc, rapide autobiographie, j'ai passé 7 ans chez Docker, 7 ans c'est long. Je suis électroluthier et charmeur de serpents. Bon, c'est juste une manière hyper je me la pète pour dire électroluthier, c'est que je fabrique des instruments de musique électronique. Et charmeur de serpent parce que en fait c'est écrit en Python, voilà. Et puis surtout je suis prof de Kubernetes. C'est un petit peu ça, comment dire, mon gagne-pain ces temps-ci. Je donne des formations, ateliers, workshops, etc. de Docker, Kubernetes, container.
j'en reparlerai tout à l'heure pour les gens que ça intéresse. Et puis, je suis aussi cofondateur d'Enix, justement. En fait, c'était même une aventure qui a commencé il y a très, 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 très longtemps, il y a une quinzaine d'années. Voilà. Bon, alors, ceci dit, je ne suis pas là pour raconter ma vie, parce que je ne pense pas que ça intéresse grand monde. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, donc on va remplacer le pod network d'un cluster Kubernetes. Alors déjà, il va falloir que j'explique un petit peu ce que c'est que le pod network. Ensuite, est-ce que ça sert à quelque chose? Alors oui, il y a quelques use cases. Ce que je vais aussi dire d'entrée de jeu, c'est que la méthode que je vais vous montrer, c'est pas ce que je ferais en prod sur une architecture d'un client. On va être bien d'accord. Là, on va voir la méthode un peu à l'arrache qu'on peut faire en petites 20-30 minutes ensemble, comme ça, pour découvrir des choses sympas ensemble. En revanche, il y a des manières de faire ça propre en production et j'ai mis dans les slides un lien vers un excellent blog post de gens qui montrent comment faire ce fameux changement CNI, mais pendant qu'il y a de la prod qui tourne, qui continue à tourner sans interruption. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je me suis intéressé à ça? Alors, honnêtement, je ne sais plus trop comment ça a commencé, cette histoire. C'est un beau jour, je me suis un peu posé la question comme ça, comment est-ce que je pourrais changer mon plugin CNI? Et puis, bah, du coup, j'ai tenté le coup, et puis je me suis rendu compte qu'on pouvait le faire, et puis, bah, le lendemain, je me suis réveillé avec une pile de slides et une proposition de meet-up. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Donc, d'abord, quelques définitions. Qu'est-ce que c'est que justement ce fameux pod network? Ensuite, on va voir un use case, précisément comment faire tourner plein de pods sur EKS, hein, le Kubernetes managé d'Amazon. Alors pourquoi celui d'Amazon? Parce que justement, il a une limite de ce côté-là. J'aurais bien voulu faire ça chez un autre fournisseur, mais chez les autres fournisseurs, il n'y a pas les limites en question. Donc du coup, le talk aurait été beaucoup plus court. Oh, on tente de lancer plein de pods et ça marche. Bon, bah rentrez chez vous. Non, là justement, on va voir que chez Amazon, il y a une limitation et c'est ce fameux changement CNI. Ça va être un moyen de contourner cette limitation. Bon, et puis on va faire plein de démos, donc j'espère que les démos vont bien se passer. Mes anciens collègues de chez Docker avaient la tradition de faire une offrande au dieu des démos avant. Moi, je ne fais pas ça, mais j'espère quand même que ça va bien se passer. Alors, on va commencer par expliquer ce que c'est que ce pod network. Alors déjà, histoire de prendre un peu la température et de voir à quel point je parle des grands experts et expertes, ou est-ce qu'il faut que j'explique bien tout dans les détails. Petite question comme ça pour vous, cher public. Pour vous, le pod network, c'est quoi? Donc, réponse A, j'en sais rien du tout. Réponse B, c'est un VPN optionnel qui permet d'accéder aux services internes dans Kubernetes. Réponse C, c'est quelque chose qui permet d'assurer la communication entre les pods. Et réponse D, c'est un truc qui permet de faire la communication avec le load balancing. Et alors, normalement, on devrait avoir un sondage là, mais il n'a pas démarré, ou je sais pas. Peut-être que je crois qu'il faut que j'appuie sur un bouton. Non, je sais pas. Bon, bah peut-être que désolé, je suis pas très bon avec les sondages, mais vous êtes quand même très nombreux à avoir effectivement répondu. Réponse C. Effectivement, le pod network, c'est ce qui fait la communication entre les pods. Alors, pour ça, je vais vous donner un petit peu mon explication hyper rapide sur le réseau dans Kubernetes. Le réseau dans Kubernetes, pour moi, c'est comme un plat de lasagne. Donc, on a d'abord le fameux pod network qui assure la communication entre tous les pods. Donc, c'est ce que j'ai représenté là. Donc, c'est ce qui va assurer la communication entre les pods et les nœuds. Ensuite, on a le Pod to Service Network. Alors ça, c'est ce qui va intervenir quand on va se connecter aux fameuses cluster IP ou aux node ports dans Kubernetes. Donc, c'est un autre layer qui est indépendant du premier. Donc, ça va faire le load balancing interne au cluster, on va dire, et ça va aussi faire le load balancing des connexions qui viennent de l'extérieur. Et puis, on a un troisième layer qui est les network policies. Et les network policies, donc ça, en gros, c'est le firewall de Kubernetes. Hein. Donc, vous voyez, j'ai mis des petits OK ou des petits panneaux interdits, comme ça, on comprend bien, c'est le filtrage. Et donc, ce qui se passe quand on met tout en même temps, ça devient un sacré bazar.
Et puis, ça nous donne un peu tout ça, tout mélangé. Voilà. Alors maintenant, ce qui est génial dans cette stack, à mon humble avis, c'est qu'on peut remplacer les différents étages sans toucher au reste. Et perso, je trouve que c'est extrêmement bien joué. Ça veut dire qu'on peut changer, si vous voulez, le mécanisme de communication entre les pods, mais on va garder le load balancing et le firewalling. Ou alors, on peut à l'inverse changer le firewalling pour mettre autre chose. Alors, quelques petits exemples. Côté firewalling, par exemple, il y a un truc hyper populaire, c'est Cilium. C'est super produit basé sur du eBPF, eBPF, comme vous voulez. Donc voilà, c'est assez chouette. Côté pod to service, quasiment tout le monde utilise un kubectl. Je dis bien quasiment tout le monde parce que c'est pas tout le monde, hein, mais kubectl, donc le truc qui est livré entre guillemets de base avec Kubernetes. Et puis pour le pod to pod network, bah, c'est là où c'est un peu la fête. La dernière fois que j'ai regardé, il y avait 25 implémentations différentes de pod network. Et quand je dis 25, c'est au moins 25, hein, et c'est sûrement un peu plus que ça. Ça dépend en gros de, tiens, est-ce que je suis en train de tourner dans du cloud? Est-ce que je suis on-prem? Est-ce que je veux encapsuler mes paquets parce que en fait, mon cluster, il est sur plusieurs clouds, plusieurs régions, etc. à la fois. Il y en a un petit peu pour tous les goûts. Il y a vraiment de tout, et c'est ce fameux pod network qu'on va chercher à remplacer dans un cluster. Alors pour les gens qui ont envie de vraiment creuser le réseau dans Kubernetes, j'ai linké là des présentations de Tim Hawkins, qui est un des auteurs et architectes et programmeurs, développeurs originaux de Kubernetes, et qui a fait des présentations qui vont beaucoup plus en profondeur que les 3-4 slides que je vous ai montrés comme ça. Voilà. Alors, donc la CNI maintenant, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Donc c'est Container Network Interface. Et vous avez vu, j'ai mis c'est vaguement une API. Alors, qu'est-ce que ça veut dire vaguement une API? D'habitude, quand on parle d'API, on pense à quelque chose, vous savez, j'ai un client qui fait un call API en HTTP ou en je sais pas quoi, il y a un serveur qui tourne. Avec CNI, non, c'est pas ça. En CNI, en fait, CNI, c'est la communication entre le container engine, alors qu'on parle de container-D, CRI-O ou même indirectement kubelet, et des plugins CNI, donc les fameux plugins CNI qui vont assurer la communication entre les pods. Et cette communication, elle se fait avec juste de l'invocation de programme. Alors, c'est peut-être pas très clair quand je dis ça comme ça, mais ce que ça veut dire, en gros, c'est que quand, par exemple, Kubelet, donc le petit agent Kubernetes qui tourne sur chaque nœud, quand il a besoin d'allouer une adresse IP pour un pod, il va aller invoquer un plugin CNI, c'est l'exécuter, genre /opt/bin/coin en lui donnant en fait en input la configuration CNI sur stdin, en mettant tous les paramètres dans des variables d'environnement. Donc le plugin, il s'exécute, et puis à la fin, une fois qu'il a fini, il crache un beau morceau de JSON avec toutes les informations, l'adresse IP qui a été allouée, etc., etc. Donc c'est pour ça que je disais c'est vaguement une API, parce que c'est de l'exécution de programme. Mais voilà en gros comment ça marche. Et donc le job de ces fameux plugins CNI, c'est d'une part de faire l'allocation, la gestion des adresses IP, comme la Reine des Neiges, libérer, délivrer les adresses IP, et aussi de faire la mise en place du réseau dans les pods. Voilà, ça c'est le boulot des CNI. Alors, petit truc comme ça, qu'est-ce qui utilise CNI dans un plugin Kubernetes? Alors, petite subtilité, on peut avoir ou bien Kubelet qui va directement appeler ces fameux plugins CNI, ou bien Kubelet en fait qui va lancer les containers et les pods au travers d'un container engine, et ensuite c'est ce container engine qui va appeler CNI. Et puis, donc vous voyez, mais bon, directement ou indirectement, c'est Kubelet qui s'en occupe. Et puis, j'ai mis la liste quasiment exhaustive des choses qui n'utilisent pas CNI, et en gros, Docker n'utilise pas CNI, et c'est à peu près le seul composant de tout l'écosystème Cloud Native qui n'utilise pas CNI. Et du coup, en fait, quand vous utilisez Docker avec Kubernetes, enfin Docker comme moteur pour Kubernetes, ce que fait Kubernetes, c'est qu'il désactive complètement toute la gestion réseau de Docker. Voilà.
Bon, alors après, c'est la petite minute du type un petit peu pénible, c'est un peu, comment on dit, prescriptiviste. Très souvent, quand on va discuter entre, comment dire, au Café du Commerce Cloud Native, on va discuter avec les collègues, les concurrents, les amis et tout, et on va demander, tiens, tu utilises quoi comme plugin CNI? Est-ce que tu utilises plutôt Weave ou Calico ou je sais pas moi, Cilium, etc., etc. Alors en fait, c'est pas vraiment la question qu'il faudrait poser. On a fait une espèce de, comment dire, de raccourci de simplification en disant plugin CNI à la place de implémentation de pod network. Mais en fait, on devrait plutôt parler de pod network. Parce qu'en fait, le pod network va peut-être utiliser un ou plusieurs plugins CNI, mais on a aussi des pod network qui n'utilisent pas leur propre plugin CNI. Alors, ça a l'air peut-être un petit peu compliqué comme ça. Je vais vous donner une métaphore à deux balles comme je les aime. C'est un petit peu comme si ce que vous vouliez demander à quelqu'un, en gros, c'est est-ce que tu as construit ta maison en béton ou en bois, et que vous lui demandiez si, quand il accroche un tableau au mur, est-ce qu'il prend, pour faire les trous dans le mur, est-ce qu'il prend un forêt à pointe en carbure de tungstène ou des mèches ordinaires, quoi. Et du coup, avec la réponse, bon, si tu arrives à faire des trous dans tes murs avec des mèches normales, a priori, c'est que ça doit être ou bien du bois ou du placo ou je sais pas quoi. Si par contre, il te faut des mèches costaud, c'est qu'a priori, tu dois avoir du béton ou peut-être de la brique, quelque chose comme ça. Mais la bonne question à poser, finalement, c'est quoi le matériau de tes murs? Parce que finalement, la mèche, on s'en fout un peu. Voilà, c'était pour le moment métaphore à deux balles. Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'on voudrait changer de plugin CNI? C'est quoi l'intérêt? Alors, j'ai à nouveau une petite question pour toi, public. Sur vos clusters Kubernetes, si vous en avez, est-ce que vous avez choisi votre pod network? Alors, les réponses possibles, donc a priori, il y a un onglet sondage dans lequel vous pouvez répondre au sondage, n'est-ce pas? Et donc, les réponses possibles, alors moi je vois pas les réponses, donc peut-être que je me suis un peu raté, mais en gros c'est A, je sais pas quel pod network j'utilise parce que en fait tu viens juste de m'apprendre ce que c'était. Réponse B, non, on a laissé le truc par défaut parce qu'a priori ça va très bien, on n'a pas de raison de changer. Réponse C, oui, on a changé et c'était plutôt facile. Et réponse D, oui, on a changé et c'était grave la galère. Alors, est-ce que moi j'ai un moyen de voir les réponses, voir les résultats? Voilà, il suffit que je clique. Ah, désolé, je découvre un peu les outils modernes. Alors, effectivement, vous êtes une bonne moitié à avoir dire non, on a laissé le truc par défaut, ça marche très bien. Un quart à dire oui, on l'a changé et c'était facile. Et après, ça serait parti à peu près à moite-moite entre non, mais qu'est-ce que c'est? Et oui, on a galéré. Ouais, bon, c'est très bien, j'apprends des choses. Cool. Alors, donc, notre challenge, ça va être d'essayer de déployer 100 pods sur un cluster EKS avec 3 nœuds T3 Medium. Et donc là, du coup, normalement, on peut mettre... Bon, bref. Alors, on va essayer. On va essayer ça. Donc, on va là. Hop, on passe dans le terminal. Super. Et là, je suis donc sur un cluster. Alors, je n'ai même pas vérifié que le déploiement s'était bien passé. Ok, ça commence bien. On va attendre comme ça. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est le cluster que j'ai déployé il y a 1h30 avant qu'on commence. Nickel. Alors, ce que je vais essayer de faire dans ce cluster, donc, c'est de déployer une centaine de pods et on va voir comment ça se passe. Alors, je crée un déploiement. Comme d'habitude, je l'appelle web. Comme d'habitude, j'utilise l'image Nginx. OK. Bon, j'ai mon pod qui va démarrer. Très bien. Et puis ensuite, il va falloir donc tenter le scaling. Donc voilà la commande. Quand j'ai montré ce slide à ma copine, elle m'a dit ce slide est maudit. Donc en effet, kubectl scale deploy web avec combien de réplicas? Plein. Réplica 100, c'est parti. C'est pas 300 en mode Sparta, mais on en aurait pu, ça aurait été rigolo aussi. On y va, on déploie donc du pod en masse. Et puis, je vais faire un petit coup de watch pour qu'on voit tout ça se lancer. Alors, comment ça se passe? Vous voyez donc qu'on a quelques pods là qui sont déjà running.
Il y en a qui sont container creating. Bon, bah, je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer ce que ça veut dire, hein. Et puis, il y en a plein qui sont en pending. Alors, pending, normalement, c'est quoi? Bah, pending, c'est en attente. Et dans Kubernetes, quand il y a des trucs comme ça, des pods en pending, ça veut dire que le scheduler est en train de décider où est-ce qu'il faut les mettre. Et alors là, en général, ça va plus vite que ça, hein. En général, le scheduler, il lui faut pas 3 ans pour décider où est-ce qu'il va mettre les fameux pods en question. Donc, arrivé à ce stade, on peut dire en toute confiance qu'il y a un problème. Donc, c'est quoi le problème? Bah, je vais pouvoir demander à Kevin. Alors, Kevin, c'est mon raccourci clavier KEV pour kubectl get events qui filtre par warning et par ordre et tout, hein. Est-ce que je peux l'afficher comme ça? Non, c'est pas comme ça. Peut-être que c'est une fonction et pas un alias. Bon, tant pis. Ah non, attendez. C'est peut-être même pas un alias, c'est peut-être juste un script que j'ai là-dedans. Voilà, c'est ça. Le kubectl get events, montre-moi juste les warnings, trie-moi ça donc pour avoir les plus récents à la fin. Et alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, bah justement, on a des problèmes là de network plugin CNI qui fait la tête. Mais surtout, normalement, on devrait avoir aussi le scheduler qui nous dit écoute, mon gars, ça ne peut plus durer comme ça. Si par exemple, je fais un kubectl describe sur ce pod-là, qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va nous dire il y a trop de pods. Il y a trop de pods, moi, je peux plus. Et bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais des pods, il n'y en a quand même pas des tonnes, là. Voilà, on a 43 pods. Certes, on a dépassé le seuil symbolique de 42, mais c'est pas ouf, ouf. Donc, je me demande bien ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va en avoir un léger indice déjà si je fais, par exemple, un kubectl describe nodes. Quand je fais un describe sur mes nodes, je vais me rendre compte que dans la capacité du nœud, là, vous voyez, pod 17. Le truc me dit, tu peux mettre 17 pods par nœud. Alors, vous allez me dire, attends, 17 x 3, ça fait 51. Là, tu en as lancé 43. Ils sont où les 8 autres? Eh ben, les 8 autres, ils sont dans, a priori, le namespace kubesystem. J'ai déjà quelques pods qui tournent là, donc c'est pour ça que ça coince. Bon, donc il y a effectivement un problème là-dedans. Il va falloir aller voir de plus près de quoi il en retourne. Alors, ce qui se passe, c'est que par défaut, quand on déploie un cluster EKS, donc sur Amazon, ça va utiliser un plugin CNI qui est le CNI AWS VPC, le Container Network Interface Amazon Web Services Virtual Private Cloud plugin, un truc comme ça. Ça fait beaucoup d'acronymes. Alors, comment ça marche, ce truc? Alors, ce qu'il va faire, c'est que il va, alors je ne sais pas trop si vous connaissez comment ça marche sur AWS, mais en gros, il y a cette notion de VPC qui est une espèce de réseau virtuel, et ce que va faire, normalement, on connecte nos VM sur ces réseaux virtuels. Bon, c'est la fête, donc c'est comme si j'avais un switch virtuel, je branche mes VM dessus, très bien. Et ce fameux plugin CNI AWS VPC, à vos souhaits, ce qu'il fait, c'est qu'il permet au pod d'être connecté directement à ces fameux réseaux VPC. Donc, si vous voulez, si je me mets du point de vue du réseau d'Amazon, je vais voir que j'ai un paquet de VM et un paquet de pods, tout ça un peu mis ensemble. Alors, il y a des avantages et des inconvénients dont je vais parler un petit peu après. Mais là, surtout, l'inconvénient, c'est qu'on a une espèce de contrainte technique. Alors, c'est quoi cette contrainte technique? C'est que les fameuses adresses IP dans les VPC, là, elles doivent être attachées à des ENI, des Elastic Network Interface. Et il y a des limites. On est limité quant au nombre d'adresses par ENI et quant au nombre d'ENI par VM. Et alors, les limites, j'ai mis un lien là. Est-ce que je vais arriver à ouvrir le lien sans tout casser? C'est un peu la question que je me pose. Alors, allons jeter un petit coup d'œil viteuf là-dedans. Non, c'est pas ça que je voulais faire. J'ai appuyé au mauvais endroit, désolé. Voilà. Donc, si je regarde un petit peu les limites, ça vous donne le nombre maximum de pods que vous pouvez avoir en fonction de la taille de l'instance. Et alors là, en l'occurrence, j'ai pris des instances un peu modestes, des T3 medium. Et donc, du coup, voilà, c'est 17. Donc, on est un peu limité. Et c'est pas foufou.
Alors, bon, quand on peut se dire, ouais, non, mais d'accord, c'est parce que tu as pris des toutes petites instances, donc si tu prends des instances plus grosses, ça ira mieux. Ça dépend, ça dépend. Là, par exemple, c'est des instances qui ont 4 gigs de RAM, si je dis pas de bêtises. Donc, 4 gigs de RAM, allez, on va dire qu'on va mettre 1 gig de côté pour Kubelet, Kubernetes et compagnie. Donc, il nous reste 3 gigs divisé par 17 pods. Là, j'ai l'impression que ça nous ferait 200 megs de RAM par pod. C'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. C'est-à-dire que ces nombres-là, effectivement, si j'ai besoin de faire tourner des gros monolithes en Ruby, en Java, ou pas forcément Ruby Java, hein, ou des gros trucs de machine learning qui ont besoin de plein de RAM pour des raisons X, Y ou Z, ces limites-là, elles sont hyper confortables. Par contre, si je fais tourner des microservices en masse, bah là, c'est pas autant la fête. Et même si on regarde ces trucs-là, par exemple, je fais ah bah voilà une bonne R6GD Metal 737, ça a l'air d'envoyer du lourd. Alors je me rappelle plus par cœur, hein, mais je crois que c'est des instances avec je sais pas combien de centaines de gigs de RAM. Et donc pareil, quand on fait la division, on se rend compte qu'il faut pas avoir des pods trop petits parce que sinon on pourra pas en mettre suffisamment. Bref, ça coince. Bon, alors, comme ça coince, on se dit, ben, on va essayer de changer le fameux pod network là. Alors, il y a des avantages quand même hein, à utiliser ce fameux plugin VPC, CNI machin, notamment pour vous faire en bref. L'intérêt, c'est que quand on fait du load balancing, le trafic, il va pouvoir aller directement du load balancer Amazon au pod, sans passer par une étape intermédiaire ou quoi. Donc, il y a des gens qui trouvent ça chouette. Et puis le problème, c'est que pour notre déploiement de pod, c'est pas la teuf. Alors, autre petite question comme ça, parce que je suis toujours curieux et j'aime bien savoir à quoi ça ressemble les déploiements des gens. Chez vos clusters, chez vous, enfin si vous avez des clusters, combien vous avez de pods? Alors, je vous demande pas la moyenne, mais plutôt sur les nœuds un peu chargés, combien vous avez de pods? Alors, la grosse majorité des réponses, on est entre 11 et 99. Et c'est les 2 tiers des gens. Hein. Et puis après, il y a tout petit pourcentage de gens qui ont plus de 100 pods. Et puis sinon, moins de pods. Donc vous voyez à peu près, bon ok, ça me donne des ordres de grandeur. C'est à peu près ce que j'attendais. Pas de surprise de ce côté-là. Mais voilà, c'est un truc à prendre en compte. Ça peut avoir un impact. Et donc là, par exemple, dans le cas présent, bah, j'ai envie de pouvoir corriger le problème. C'est un problème d'ailleurs qui est bien connu depuis longtemps, puisqu'on le retrouve même dans la tapisserie de Bayeux, comme vous pouvez le constater, voilà, avec Ménestrel, page devoir, qui vient nous dire que les pods pendent et qu'il faut absolument faire quelque chose. Donc, ce qu'on va faire, bah, on va aller quérir le Sésame Racine pour se loger sur les instances du Castel Kubernetes et voir un petit peu ce qui se passe. Alors, je passe de la tapisserie de Bayeux au Ramon, là, c'est un peu le grand écart au niveau référence culturelle. Glissons. Alors, comment on va faire pour trouver notre mot de passe route et se connecter à notre affaire, essayer de débugger tout ça. Alors, normalement, quand on lance un cluster Kubernetes dans le cloud, ce qu'on fait, c'est qu'on met nos clés SSH un petit peu dans toute cette affaire-là, histoire de pouvoir prendre la main dessus. Et puis là, bon, comme je suis un petit peu foufou, j'ai pas fait ça. Et donc, il va falloir trouver un autre moyen de rentrer dans le cluster. Donc, ce qu'on va faire, on va aller chercher nos hackers de service et leur demander comment je fais pour rentrer sur un cluster Kubernetes quand j'ai pas les droits. Bon, alors, qu'est-ce qu'on me propose comme solution? On me propose un petit YAML, hackdeplanet.yaml. Alors, qu'est-ce que c'est que ce YAML? On va aller jeter un petit coup d'œil directement. Alors, ça va être où? Ça va être là-dedans, dans mes supports de formation. Et au fait, on fait des formations, c'est trop bien. Bref, on en parlera plus tard. Hackdeplanet.yaml. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un daemon set. Alors, pour rappel, un daemon set, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui va lancer un pod sur tous les nœuds du cluster. C'est ce qu'on utilise en général pour faire tourner du monitoring comme Prometheus ou un agent de collection de logs, etc., etc. Daemon set. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il va falloir, voilà, comme ça. Ce qu'il fait, en gros, c'est qu'il va monter le slash root du nœud dans un container du pod et il va aller rajouter ma clé SSH à moi dans le compte route du nœud en question, tout simplement. C'est super bête, hein, et du coup, ça me permettra de me loger en SSH.
Et puis ensuite, ça va faire tourner un petit Nginx discretos, histoire que, bon, de se préserver un peu les apparences, n'est-ce pas? Alors, moi, je me dis, allez, c'est parti, kubectl apply hack de planète. On y va. Et puis là, je me dis, il n'y a plus qu'à attendre que les mots de passe-route tombent. Alors non, il y a quand même deux petites choses. Bah, la première, c'est que depuis tout à l'heure, j'ai mes pods qui sont en pending et donc je peux plus lancer de pod. Donc en fait, je vais devoir commencer par scale down mon fameux déploiement là, histoire de faire de la place pour mon hack de planète. Donc c'est hack de planète, mais un peu dans la limite des stocks disponibles quand même. Alors on scale down le déploiement web. Voilà, c'est parti. On jette un petit coup d'œil à nos pods. Vous voyez mes fameux pods hack de planète là, qui sont pending. Ah, ça y est, voilà, ils commencent à pouvoir se lancer. Init. Et puis dans quelques secondes, normalement, on va être running, ça va bien se passer. Et une fois qu'on va être running, on va pouvoir se connecter au cluster. Allez, j'y crois à mort. Ils ont un peu du mal, mais on va y arriver, Ça va bien se passer. Ou alors, il y a peu... Ah, voilà. C'est bon, ok. Bien, alors maintenant, donc, on se connecte. Comment on se connecte? Alors, on va chercher les adresses IP des nœuds. Et puis, voilà, celui-là, par exemple. Et on se connecte en route. Et là, ça ne marche pas, normalement. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que quand on déploie un cluster sur EKS, c'est quand même pas open bar comme ça dans tous les sens. Il y a un petit peu de sécurité réseau. Alors, si on va jeter un petit coup d'œil là-dedans, il y a des security groups. Donc voilà, il faut que j'aille chercher le security group, notre groupe machin chose. Je clique là-dessus et je dois rajouter une règle SSH. Voilà. Donc quand même, c'est pas totalement la fête. SSH depuis mon adresse IP, voilà, sauvegarder, clac, c'est bon. Et puis ensuite on retente l'affaire et voilà, ça se passe déjà beaucoup mieux, nickel. Alors, maintenant qu'on est sur le nœud, on va essayer de faire sauter les limitations. Alors, pour ça, je vous passe un petit peu l'étape, allons chercher d'où viennent les limites, etc., mais on finit par tomber sur ce etc EKSCTL, et je crois que ça va être kubelet.local.env. Voilà, comme ça, ok. Voilà, maxpods 17. Et ce maxpods 17, ça ne me va absolument pas. Moi, des pods, je veux en mettre une centaine. Alors, ce que je vais faire, comme il y a quand même 3 nœuds à faire et que c'est un peu long, cette histoire, hein, on va faire une petite boucle for. Oups, pardon, c'était pas ça. Get nodes, -wide, voilà. Et on va faire une petite boucle for, donc for node in. Et puis, on y va, on colle les adresses IP de tous les nœuds. Voilà, donc on se connecte en route sur le nœud et ensuite on va faire un sed -i. Alors sed, si, pour les gens qui connaissent ou pas, ça permet de faire en gros un chercher remplacer dans un fichier. Par défaut, il va prendre un truc en input, le cracher en output. Et là, je vais faire un sed -i comme in place. Et donc on va remplacer. Alors zut, c'était quoi déjà? Bien sûr, j'ai déjà oublié parce que j'ai une mémoire d'oiseau. Donc, on repart en SSH sur le nœud et on va revérifier le chemin. Donc, etc, EKSCTL, kubelet.local.env. Voilà. OK, donc on y va. Sed -i. Donc, on va remplacer maxpods égale 17 par maxpods égale 100. Et on va le remplacer dans etc, EKSCTL. Je vais copier-coller, voilà. Et puis, done. Et c'est parti. On fait du chercher, remplacer en masse. Très bien. Ensuite, il faut redémarrer Kubelet. Donc SSH, et puis alors attendez, je crois que je suis un peu un idiot parce que j'ai fait mon SSH en mettant l'IP en dur, donc ça va pas du tout. J'ai fait mon sed 3 fois sur la même machine, là, donc ça n'a pas marché. Donc voilà, SSH root @ $node. OK,
deuxième tentative. Voilà, donc là, j'ai bien fait mon chercher-remplacer dans les 3 nœuds. Et puis ensuite, on va faire un redémarrage de kubelet. Donc, systemctl restart kubelet. Done. OK. Et puis ensuite, on va refaire un kubectl describe sur nos nœuds. Et puis, on va regarder si au niveau de la capacity, est-ce que ça s'est amélioré? Voilà, capacity pod 100. Ah, on est bien là. Alors du coup, on retente notre scaling de tout à l'heure. Genre, vas-y, donne-moi 100 réplicas. Et puis, on regarde un petit peu ce qui se passe. Et alors, bon, si vous avez bien suivi l'histoire, vous êtes peut-être en train de vous dire, mais attends, là, il n'a pas encore changé le plugin CNI, donc qu'est-ce que ça va changer là? On a juste monté la limite, si vous voulez, on a enlevé le limiteur de vitesse, et après, on y va, comment dire, dans une descente, le vent dans le dos, et on regarde ce qui se passe. Comme vous pouvez vous en douter, ça va pas bien se passer. Alors, ce qui va pas bien se passer, c'est que on va rentrer un peu dans le mur là, des fameuses limites dont je parlais tout à l'heure, le nombre d'adresses par ENI, le nombre de ENI par instance et tout. Et donc, on va commencer à se manger des messages d'erreur un petit peu sympas. Je vais redemander à Kevin ce qu'il en pense. KEV. Voilà, là, on voit bien des fail to assign IP address to container. Bref, voilà, là, ça y est, on a vraiment le problème pour de bon. Donc, il va falloir essayer de corriger un petit peu ça. Bon, alors, au passage, donc si vous vous demandez là mon fameux hack de planète dans la vie vraie, est-ce que ça marche? Eh ben, ça dépend. Très souvent déjà, on peut avoir le SSH bloqué sur les nœuds, mais c'est pas vraiment ça qui va nous protéger parce que là, j'ai ouvert le SSH, mais j'aurais très bien pu faire, vous savez, un truc qui phone home, comme on dit, donc qui va faire une connexion sortante, et après je rentre par cette connexion-là. Donc il faudrait faire des choses un peu plus chiux pour verrouiller tout ça, avec par exemple des pod security policy qui d'ailleurs vont être deprecate dans la 1.21 et tout, mais bon, bref, je passe là-dessus parce que je vois que l'heure tourne. Donc, on a fait sauter les limites de kubelet. Je ne vous ferai pas l'interprétation de Génération désenchantée de Mylène Farmer au Launchpad parce que, pareil, l'heure tourne, mais en gros, c'est le chaos, c'est le bazar sur le cluster. Donc, on va changer notre fameux pod network pour essayer de faire un truc qui tient bien la route. Alors, perso, je ne sais pas trop quel pod network choisir. Donc, je vous ai déjà posé plein de questions, plein de sondages. Je pourrais faire, vous savez, on va demander l'avis du public, mais je vais plutôt faire le coup de fil à un ami. Je vais appeler mes potes de l'équipe Enix pour leur demander ce qu'ils en pensent. J'espère qu'ils sont encore au bureau à cette heure-là. Ah, nickel. Allô. Ouais, Costas. Allô. Ouais, est-ce que tu m'entends? Oui, Jérôme, ouais, dis-moi nickel. tout. Écoute, je suis dans un meet-up là, il faut qu'on change C'est le bon, plugin je suis CNI Antoine. parce qu'on galère. Et donc, on se demandait, qu'est-ce que tu conseilles, toi, en tant qu'expert Cloud Native, Enix et tout, machin, c'est quoi le plugin chaud du moment, quoi? J'ai naturellement envie de t'orienter vers KubeRouter, tout simplement parce que KubeRouter. chez Enix, en gérant 4752 clusters, on n'a jamais eu réellement de problème. Donc, j'ai envie de dire que la réponse facile pour moi, c'est KubeRouter. Ok, KubeRouter, eh ben nickel, on va tenter le coup avec KubeRouter. Merci beaucoup Costas, tu me retires une fière chandelle du pied. Ok. Bon, je t'en prie. Bon, les experts me disent KubeRouter, donc on y va, on va mettre du KubeRouter. Alors KubeRouter, en plus, les potes de chez Enix en ont fait un Helm chart, donc ça devrait bien se passer aussi. Alors, on va tenter le coup. Alors déjà, la première chose à faire, c'est de virer le plugin CNI actuel. Et comment on va faire ça? Alors là, ça dépend un petit peu des scénarios, hein. En l'occurrence, il va falloir détruire le daemon set qui s'appelle AWS Node ici. Donc kubectl delete daemon set AWS Node du namespace kubesystem. Voilà. Et ensuite, donc, il faut installer le fameux KubeRouter. Alors, on va tenter, alors je crois que c'est un helm install, moins repo, je crois que c'était charts.enix.io. Ensuite, je veux installer un truc qui s'appelle KubeRouter. Le nom du chart, c'est KubeRouter. Est-ce qu'il me faut autre chose? On va tenter comme ça, et puis si ça gueule, on verra bien, hein.
Bon, bah non, a priori, je me suis pas trop foiré dans la syntaxe. Donc, OK, on vient d'installer KubeRouter. Alors maintenant, est-ce que c'est aussi facile que ça? Perso, je suis pas sûr. Bon, alors là, c'est là que je me dis, j'aurais peut-être dû mettre mes pods KubeRouter dans un autre namespace pour qu'on y voit un peu plus clair, mais bon, ça m'apprendra. Alors là, je ne sais pas si vous voyez, mais on est en fameux crash loop backoff. Crash loop backoff, c'est, comme vous le savez peut-être si vous avez fait un petit peu de Kubernetes, quand le pod essaye de démarrer, mais que ça ne veut pas. Le pod démarre, il crash, Kubernetes le relance, ça recrache. Bref, c'est la cata. Alors, si on jette un coup d'œil dans les logs, nous allons apprendre, qu'est-ce qu'il nous dit là? Il nous parle de PodCIDR, il a besoin d'un PodCIDR. Alors, c'était quoi cette histoire de PodCIDR là? Alors, c'est que KubeRouter, la manière dont il marche, c'est que chaque nœud va avoir un petit sous-réseau qui va lui être alloué. Et il faut qu'il y ait quelque chose qui alloue ces sous-réseaux. Alors, il y a pas mal d'options pour faire ça. On pourrait configurer le control plane pour que automatiquement, clac, 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 il distribue des sous-réseaux. Mais là, on va prendre un petit raccourci. On va utiliser une annotation pour positionner ces sous-réseaux. Donc, on va mettre une annotation sur chaque nœud pour dire, tiens, ce nœud-là, voilà le... alors, attendez, est-ce que je peux faire... Non, je vais peut-être... Hop. Voilà donc mes 3 nœuds. Et donc, sur chacun de ces nœuds, on va mettre une annotation pour indiquer le sous-réseau à utiliser. Alors, le premier nœud, tac. Alors, l'annotation, c'est KubeRouter.io PodCIDR égale, on va dire 10.42.1.0.24. OK. Ensuite, le deuxième nœud, on va lui mettre le 10.42.2.0.24. Voilà. Et donc, rassurez-vous, hein, dans la vie vraie, on ne s'amuse pas à distribuer les sous-réseaux comme ça. On peut configurer notre control plane pour qu'il fasse ça automatiquement. À ce moment-là, on lui donne en fait un gros sous-réseau. On lui donne une taille de sous-réseau et il fait la découpe comme à la fromagerie, quoi. Voilà. Alors ensuite, une fois que j'ai fait ça, je peux regarder mes logs. Alors, ça va peut-être mettre 1 minute ou 2 pour que tout ça, ça tombe en marche comme il faut, parce que rappelez-vous, donc en gros, il y a KubeRouter qui essaye de démarrer, il se vautre, il me met mon message d'erreur là pour me dire hey gros, faut que tu mettes un pod CIDR. Ensuite, il se relance, il replante, il se relance, il replante, et Kubernetes, il attend un petit peu à chaque fois comme ça que ça crache. Il relance pas immédiatement parce que sinon, le truc tournerait en boucle comme ça serait moche au niveau consommation de ressources. Donc, il faut peut-être attendre 1 minute ou 2 que tout ça, ça se lance gentiment. Bon, voilà, ça y est. Mais non, ils sont encore en crash loop backoff. Alors, j'ai une solution si je suis impatient. C'est que je peux détruire les fameux pods. Parce que quand je les détruis, là, ils vont être recréés tout de suite. Et donc, ça va me permettre de gagner un peu de temps. Voilà. Alors, c'est quoi les labels qu'il y a sur mes pods? Ploum, ploum, ploum. Ploum, ploum, ploum. Voilà, label. Ça, très bien. Donc, je vais pouvoir faire un kubectl getPods avec un sélecteur. Ça va être hyper fancy. Voilà, comme ça. Pour afficher juste l'état de ces pods. Et là, le temps que je fasse ça, maintenant, ils sont running. Donc, la vie est belle. Donc, si la vie est belle, normalement, maintenant, mes pods devraient se lancer. Et puis, en fait, non. Ils sont encore en container creating. Et là, je me dis, bon, j'ai un peu l'impression qu'on se moque de moi. J'ai fait tout ce qu'il fallait. J'ai viré le AWS Node. J'ai installé KubeRouter. Il y a KubeRouter qui a bien démarré. Si je regarde les logs de KubeRouter, il va me dire qu'il est hyper heureux, qu'il a réussi à établir les peering BGP avec les autres nœuds. Alors, les peering BGP, si vous avez fait du réseau, ça vous parle sûrement. Si vous n'avez pas fait de réseau, je vous rassure tout de suite, c'est pas une insulte. Donc, KubeRouter semble bien tourner et pourtant, mon nœud marche toujours pas. Alors là, c'est le moment de retourner sur un nœud, toujours avec le sésame racine que nous avons query un peu plus tôt, et aller jeter un coup d'œil dans etc CNI net.d. Alors, qu'est-ce que c'est que ce répertoire? C'est le répertoire qui contient la configuration CNI utilisée par Kubelet. Et puis alors là, quand on regarde dans ce répertoire, il n'y a pas besoin de sortir d'une grande école pour voir que c'est censé être le répertoire avec la configuration
Et il y en a deux. Il y a bien un fichier kuberouter, mais il y a aussi un fichier AWS. Donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, quand j'ai enlevé le daemon set AWS Node, j'ai effectivement arrêté les pods qui géraient le pod network AWS, mais j'ai encore le fichier de configuration pour le pod network d'origine. Et donc, il faut enlever cette configuration à la main. Alors, vous êtes peut-être en train de vous demander, mais c'est un peu bizarre quand même cette affaire. On a besoin d'un seul fichier de configuration et on a un répertoire dans lequel on peut mettre plusieurs fichiers. C'est un peu, comment dire, c'est pas tout à fait se tirer une balle dans le pied, mais c'est quand même se mettre pas tout à fait dans les meilleures circonstances. Alors, pourquoi ça marche comme ça? Je vous la fais courte, c'est parce que ce fameux répertoire-là, etc CNI net.d, on va pouvoir le partager donc entre le nœud et les fameux pods, que ce soit kuberouter ou quelqu'un d'autre. Et comme ça, en fait, les pods, ils vont pouvoir déposer le fichier de config là-dedans sans que j'ai besoin, moi, d'aller faire la conf à la main. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous regardez les timestamps là sur les fichiers, vous voyez bien que celui-là, il a été créé il y a 2 heures environ, donc grosso modo, quand j'ai déployé le cluster. Et celui-là, il a été déployé il y a 3 minutes, quand kuberouter s'est installé. Donc, il y a kuberouter qui a pu déposer ça automatiquement. Et cette espèce de petit, trick, là, comme ça, d'aller déposer un fichier sur la machine, on peut le faire quand on partage un répertoire. On ne peut pas partager juste un fichier, on est obligé de partager un répertoire. Donc, c'est pour ça qu'on a un répertoire. Donc, c'est pour ça que potentiellement, il y a plusieurs fichiers dans le répertoire. Et voilà pourquoi votre fille est muette, ou plutôt pourquoi vos potes ne démarrent pas. Bon, conclusion, il faut se débarrasser de ce fichier-là. Bon, alors pareil, je vais aller ressortir mon super SSH de la mort de tout à l'heure. Où est-ce qu'il était? Vous savez quoi, on va plutôt, voilà. On a un historique dans le shell, c'est pas fait pour les chiens. Donc SSH sur le nœud, rm etc cni net.d 10 aws.conflist donne. Allez, on itère. Et alors, ce qui se passe, c'est que Kubelet, le petit agent Kubernetes, il est en train de monitorer ce répertoire un petit peu en continu. Et du coup, dès qu'il y a des fichiers qui apparaissent, qui disparaissent, hop, il reconfigure automatiquement. Je n'ai pas besoin de relancer Kubelet pour que ça fasse effet. Alors ensuite, la grosse question, c'est est-ce que ça va tout de suite bien se passer ou est-ce qu'il va falloir attendre un peu pour que tout retombe sur ses pieds? Ça va être un peu le mystère, mais si, vous pouvez voir là les pods qui petit à petit sont en train de se lancer. La vie est belle. Et donc, voilà, je crois que là, si je fais un kubectl get deploy, ouais, j'ai bien mes 100 pods qui tournent. Donc là, on peut se dire, youhou, on a gagné et tout. Pas tout à fait. Pas tout à fait, parce que si jamais je jette un coup d'œil là aux adresses IP de mes pods, désolé, je dézoome un peu pour qu'on puisse voir un peu ce qui se passe. Alors, je ne sais pas si enfin, si, je pense que ça se voit bien, là, même si c'est pas super net, je ne sais pas, mais on voit bien qu'il y a des pods qui sont en 1042 quelque chose, donc les adresses qui sont gérées par kuberouter, et il y en a qui sont en 192, 168, des adresses qui sont gérées par le AWS VPC machin. Alors, on a un mélange des deux, et en gros, c'est là où ça marche pas bien, quoi. Là, comment dire, vous savez, on a changé un peu les réacteurs de l'avion en plein vol, mais là, ils sont pas très bien calibrés ensemble. Donc, il va falloir faire quelque chose. Il va falloir, en gros, dégager les pods qui utilisent ces anciennes adresses parce que ces pods, en fait, sont peut-être joignables ou pas. Ça dépend un peu du plugin CNI qu'on utilise. Enfin, vous savez, c'est un peu... il y a des plugins CNI, quand on les vire, le réseau continue à marcher parce qu'il y a des trucs qui ont été mis en place et tout, donc tout va bien. Il y en a d'autres, il y a tout qui part en cacahuète. Donc, il va falloir dégager tous ces pods. Alors, perso, je ne vais pas faire dans le détail. Delete les pods avec le sélecteur app égale web. C'est parti. Comme ça va recréer tous les pods. Et voilà. Alors ça, c'est la fameuse partie où c'est un peu amateur hour, comme on dit, parce que justement, on ne s'est pas trop occupé de la distribution du trafic sur les pods. Le fameux blog post dont je parlais tout à l'heure, dedans, les gens expliquent comment faire pour faire tout ça, mais sans casser le réseau et sans casser la prod. Et en très, très gros, la technique, c'est qu'on a donc un réseau. On remplace notre réseau par un méta-réseau qui est une combinaison des deux réseaux. Donc, en gros, j'ai un peu les deux pattes à la fois. Ensuite, on enlève la première patte et après, on remplace le méta-réseau par
un réseau unique. Je dis méta parce que justement, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Mais voilà, donc là, si on attend un petit peu, on va avoir en effet tous nos pods qui vont démarrer avec des adresses IP. Voilà, nickel. Ça y est, on a tout démarré comme il faut avec les adresses IP dans le bon réseau. Donc, on a bien réussi à changer notre plugin CNI, donc c'est quand même plutôt mignon. Alors la petite question subsidiaire, mon hack de planète là, est-ce que ça marcherait sur vos clusters? Donc les réponses possibles sont A, j'ai bien peur que oui, je sais pas, laisse-moi appeler mon équipe sécu tout de suite. B, non, parce qu'on a des policies, alors ou bien des pod security policy, ou bien OPA, ou bien Kyverno, et donc les host paths chez nous, ça ne se passe pas comme ça. Ou bien non, parce qu'on a du firewall, comme j'avais là avec mon security group, ou bien non, parce qu'on a une équipe de sécurité, c'est les meilleurs de la Terre, et donc t'inquiète, ils gèrent tout ça. Alors ensuite, il faut que j'aille cliquer dans les sondages pour voilà, voir. Alors vous êtes quand même une bonne moitié à répondre avec honnêteté pour dire que peut-être bien que ça marcherait. Et je ne vais pas vous jeter la pierre, hein, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de clusters Kubernetes qu'on peut trouver chez les hébergeurs cloud à gauche à droite, où bah, ça marcherait out of the box, parce qu'il n'y a pas de petite sécu mise en plus comme ça. Donc voilà, ça fait partie des choses qu'il faut aller regarder quand on veut sécuriser ces clusters. Alors après, paniquez pas, hein. Ça ne veut pas dire que des vilains hackers venant de je ne sais pas où peuvent comme ça, clac, prendre le contrôle de votre cluster. C'est plutôt, ça permet à quelqu'un qui a déjà un accès au cluster, donc peut-être un développeur ou une développeuse, de devenir root sur les nœuds. Donc, ça dépend un petit peu des structures et tout. Il y a des endroits où c'est pas cool. Il y a des endroits où, si on a une équipe de 10 à tout faire soi-même, bah, qu'on puisse passer route sur les nœuds, en fait, c'est pas un problème. Ça nous fait gagner du temps très bien, quoi. Alors, des petits détails maintenant, si jamais vous tentez ça à la maison, par exemple sur votre cluster de Raspberry Pi ou etc. En fait, KubeRouter, là, pour que ça marche, il a activé un mode overlay. Il l'a fait tout seul, j'ai pas eu besoin de lui dire parce qu'il a détecté qu'il avait besoin de le faire. Je me rappelle plus par cœur comment ça marche cette fameuse détection, mais du coup, il y a certains contextes dans lesquels ça marcherait pas et il faudrait rajouter ce flag-là quand on fait le Helm install là. Et puis, bah, comme je disais, il faut aussi redéployer tous les pods pour que ça marche bien. Je remets là le lien donc, qui montre comment faire ça en prod sans que ça casse tout. Et puis voilà, donc on a fait le tour de ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Alors, je vais donc passer au Q&A pour répondre. Je vais essayer de répondre à toutes les questions, mais avant d'oublier, je veux dire deux choses. La première, c'est que comme je disais, on fait des formations Kubernetes. Hein, c'est la petite page de pub de notre sponsor. En fait, nos formations, elles sont tellement bien qu'elles sont complètes, donc c'est pas la peine d'essayer de vous inscrire parce qu'on voit Aurélien qui est mon binôme sur ces formations vous dira ah non, c'est mort, c'est full. Alors pas tout à fait sur les modules Advanced, notre formule Black Belt comme on dit, on a encore un peu de place. Donc justement, si vous voulez venir brûler des clusters avec nous, bah, y a encore un peu de place là-dessus. La deuxième chose que je voulais dire aussi, c'est que je vous propose une petite after après pour celles et ceux qui n'auront pas eu assez de containers ce soir. J'ai mes anciens collègues et néanmoins amis donc qui organisent le Meetup Docker Paris, qui vont faire un événement qui va commencer dans 5-10 minutes. Et alors, je ne me rappelle plus exactement de quoi ils vont parler, mais j'avais vu que c'était plutôt cool. Oui, je crois qu'il y aura entre autres Nicolas Deloff qui va parler du nouveau Docker Compose. Docker Compose qui, vous saviez, qui était un peu la verrue dans l'écosystème Docker parce que c'est le seul truc qui était en Python alors que tout le reste était en Go. Bah, Docker Compose va être intégré dans la CLI Docker. Donc, c'est plutôt chouette. Puis, je pense qu'il y aura d'autres choses. Donc voilà, pour les gens que ça intéresse, je vous propose qu'on débarque tous après dans le meet-up comme ça. Moi, en tout cas, j'irai aller voir de quoi ça parle après avoir répondu à toutes les questions-réponses. Tu m'entends, Jérôme, ou pas? Ouais, je t'entends, ouais. Nickel. Je te propose de te lire les différentes questions. Il y a eu un petit paquet. Ouais. Alors, je vais les reprendre dans l'ordre. Donc, au nom de Joseph, pourquoi Kubernetes utilise-t-il iptables et non lftables?
Ouais, celle-là, elle est costaud. Alors, pourquoi mon Kubernetes ou ce Kubernetes-là? J'ai pas bien entendu le… Pourquoi Kubernetes, d'une façon générale, utilise iptable et non nftable? Donc, je pense que c'est par rapport à toi, mais est-ce que, la question, c'est peut-être, est-ce que c'est obligatoire d'utiliser iptable ou est-ce qu'on peut utiliser nftable? Alors, déjà, sous le capot, je ne sais pas trop comment ça se passe avec kubeproxy, par exemple, quand il met en place toutes les règles ipétables. Je ne sais pas, est-ce qu'il fait un shell-out au binaire ipétable ou est-ce qu'il va taper directement un coup de netlink? Honnêtement, je n'ai pas trop regardé. Alors, je vais faire une réponse un peu en biais, un peu à côté, pour dire que, en fait, quand on veut faire du load balancing qui va vraiment patater, on va carrément vouloir passer à IPVS. En fait, le iptable, nftable, etc., dans Kubernetes, on va le retrouver à deux endroits. On va le retrouver au niveau du load balancing et au niveau du filtrage. Pour le load balancing, le mieux, c'est carrément de passer à quelque chose comme IPVS. Alors, si on utilise kubeproxy, on peut activer IPVS et à ce moment-là, ça se passe bien. Quand on utilise kubrouter, c'est IPVS de base. Et puis, on peut aussi aller chercher Cilium ou des choses comme ça, où là, j'ai pas encore eu le temps de vraiment me plonger dedans à fond, mais a priori, ça contourne complètement le truc. Et c'est Cilium qui va faire directement le load balancing. Ensuite, on a de l'iptables au niveau du filtrage. Et là, pareil, je dirais que sur des gros clusters avec Watt-Multipod, et ben on va souvent aller chercher, par exemple Cilium, dont que j'ai cité pas mal de fois, parce que en termes de sécu, il va permettre à la fois d'être plus efficace, enfin en termes de ressources CPU, etc. consommées, mais il va aussi permettre de faire du filtrage un peu plus avancé que juste du filtrage par pod, par port, etc. Il y a des trucs dans Cilium qui sont un peu dingos, qui permettent par exemple de dire je vais filtrer telle ou telle route API. Donc je vais dire que tel pod, il a le droit de communiquer avec tel autre, mais uniquement sur slash coin coin et tel autre sur slash autre chose. Donc ça, c'est voilà, c'est le genre de choses qu'on peut faire avec Cilium. Voilà, donc j'ai pas répondu directement à la question parce que je sais pas trop, mais je dirais qu'en fait, c'est pas un gros problème parce qu'on va complètement contourner le problème si on veut faire du at scale un peu sympa. Voilà. Merci, Jérôme. Au nom de Stéphane, du réseau pour communiquer entre du multicluster serait-il géré par la couche réseau de Kubernetes ou plutôt par la couche réseau du provider? Alors, super bonne question. Et si on veut faire de la communication entre plusieurs clusters, alors, quand on est chez un provider qui le permet, ça peut être une bonne idée parce que souvent, ça va permettre d'avoir une meilleure visibilité, une meilleure… comment dire, par exemple, là, dans l'exemple que je montrais avec AWS, le fait d'utiliser le fameux AWS VPC CNI, blablabla, ça veut dire qu'on va pouvoir utiliser des security groups. Donc, si jamais j'ai non seulement du Kubernetes, mais aussi du Lambda et du EC2 et compagnie, ça me permet peut-être d'arriver à marier tout ça ensemble. Alors que si jamais je me monte un overlay, il va être un peu invisible du point de vue du cloud. Mais alors, le revers de la médaille ou la face de la médaille, parce que d'un point de vue, c'est un avantage, c'est que si j'utilise un overlay, donc si je m'appuie sur un truc vraiment côté cube, là, je vais être capable de faire du Kubernetes multi-cloud, alors qu'autrement, il y a pas moyen, quoi. Je veux dire, que ce soit AWS, OVH, Scaleway ou Google Cloud, il n'y en a aucun de ce jour qui permet un truc permettant d'aller s'interconnecter avec le concurrent d'en face. Enfin, modulo, les trucs à la Direct Connect. Mais, donc voilà, on a un peu les deux options. Et comme d'hab, la meilleure solution, ça dépend vraiment de nos besoins, quoi. Question suivante. Louis qui demande si tu connais Kubernetes API Server Network Proxy ou pas. Et si tu connais, qu'est-ce que tu en penses? Le Kube API Server Network Proxy, alors je sais pas trop de quel truc qu'on parle là. Je sais qu'il y a du boulot qui est en train de se passer pour tout ce qui est kubectl Proxy, kubectl Port Forward, parce qu'il y a un des challenges quand on fait du kube managé, c'est qu'on a notre plan de contrôle Kubernetes qui tourne quelque part. Et quand je vais utiliser notamment kubectl Port Forward pour accéder à un pod, il faut que ça passe par le plan de contrôle. Et donc là, il faut que mon API server il puisse se connecter au pod.
Et donc, il y a des outils qui sont en train d'arriver pour rendre ça un petit peu générique. Donc, je ne sais pas si c'est de ça qu'on parle ou pas. Si oui, le truc que je connais, ça s'appelle Connectivity avec un K. Donc, je ne sais pas si c'est la même chose ou pas. Si c'est la même chose, je connais un petit peu et je pense que c'est une bonne idée parce qu'avant, en fait, à ma connaissance, tout le monde faisait des espèces de hacks avec des bouts de tunnel entre le plan de contrôle et les nœuds, etc. Si c'est autre chose, je ne connais pas. Et je serais ravi d'apprendre. Ok, je suis un peu dans le désordre. Il y a Julien qui demandait à quoi tu tournais pour faire tes talks, donc j'ai répondu que c'était au Club Maté. D'habitude, c'est au Club Maté, mais là, comment dire, j'avais des workshops et des trucs lundi, mardi, mercredi. Aujourd'hui, j'avais rien, du coup, j'ai pu dormir toute la journée. C'est pour ça que j'avais la gouache. Il y a beaucoup de questions. Je retourne. La limitation sur EKS présentée au début est-elle présente sur d'autres cloud providers, OVH, Scaleway, Flexible Engine? Super bonne question. Je ne l'ai pas vu ailleurs. Et je dirais, bon, encore une fois, c'est un peu à double tranchant. C'est que j'ai pas vu cette limite ailleurs, mais souvent ailleurs, on va utiliser un overlay. Alors, vous savez, si on peut faire du oui mais en boucle, c'est-à-dire qu'on peut dire ouais, c'est cool, chez Amazon, ils peuvent faire un truc où les pods ils sont lancés dans les VPC, c'est bien parce que ça permet au niveau du load balancing d'être plus efficace. Bon, la réalité vraie, c'est que pouvoir passer directement du load balancer au pod, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est pas un truc fondamental, c'est pas un gain énorme. Moi, j'ai jamais vu de différence de ce côté-là. Donc, c'est pas forcément un argument. Ça permet de supprimer un hop. Donc, sur le papier, on fait ouais, trop bien, mais dans les faits, ça va pas faire une différence de résultat. Donc, chez les autres providers, par exemple, j'aime beaucoup l'approche qu'il y a chez Capsule de Scaleway parce que quand on va lancer un cluster, on a le choix en fait entre tout un tas de CNI. Je me rappelle plus lesquels à liste complète, mais je crois qu'il y a Cilium, il y a Calico. Weave peut-être, et j'aime bien comme approche parce que c'est au moins on a le choix, alors que chez la plupart des autres c'est tu vas prendre ça et si tu veux mettre autre chose il faut aller faire comme j'ai là, bricoler un peu quoi. Voilà. Ok, juste pour info, il y a encore une quinzaine de questions. Ouais, oui, tu vas motiver les foules. Alors je vais faire une question. Où est-ce qu'on trouve ton t-shirt? Alors, en général, mes t-shirts PyLadies, je les chope à PyCon. Je vais à PyCon et puis il y a un stand PyLadies et puis on peut acheter le t-shirt pour pas cher. Je pense qu'on peut aussi l'acheter par correspondance sur PyLadies, quoi. Ça, c'est bien parce que PyCon 2029, à la fin du Covid, ça fait un peu loin. Donc, on va faire la livraison. Je vais retourner dans le sens des questions posées. Si on rajoute une carte réseau, on n'augmente pas le nombre d'INI? Si, tout à fait. En fait, ce qui se passe là, si jamais, j'aurais peut-être dû montrer un peu tout à l'heure, mais je suis pas assez expert AWS pour pouvoir faire la démo sans me marcher dessus. Mais quand j'étais en train d'utiliser le plugin du début, le plugin AWS là, si on était allé voir dans nos instances, on aurait vu qu'elles avaient plusieurs cartes réseau d'attachées et que chaque carte réseau avait plusieurs interfaces. Donc effectivement, c'est ce qui se passe et c'est le job de ce fameux AWS Node là, le daemon set. Lui, il fait ça. En gros, ce qu'il fait, c'est qu'il garde un pool d'interfaces et d'adresses sous le coude. Comme ça, dès qu'on lance des pods, hop, il peut attribuer les interfaces et les adresses. Et après, il en alloue des nouvelles. Parce que, mine de rien, cette histoire d'attacher des interfaces et des adresses, c'est pas instantané. Ça prend un peu de temps. Donc, il en précharge quelques-unes. Et c'est pour ça, d'ailleurs, les personnes les plus attentives auront peut-être remarqué, il y avait un peu une embrouille au début. Là, quand j'ai fait mon scale-up au début, on a vu des messages du plugin CNI qui faisait la gueule. C'était notamment à cause de ça, si je dis pas de bêtises, parce qu'en gros, j'ai scale-up trop d'un coup. Et donc, j'avais plus assez d'adresses le moment venu, quoi. Mais effectivement, oui, on peut attacher c'est ce qui se passe. On a déjà attaché plusieurs INI, en effet. Je vais te poser la question d'après. Est-ce que tu peux remonter dans tes slides sur le slide avec les ménestrels là, moi, il m'avait trop fait marrer. Je pense que ça peut faire une petite animation de fond. Question de Joseph. Peut-on changer de plugin CNI avec AWS Fargate, pardon. Très bonne question. Alors justement, je crois que sur EKS, quand on utilise Fargate, je crois qu'on peut pas. Je crois qu'on est obligé d'utiliser le plugin CNI, ENI, machin et tout. Enfin, celui que j'ai montré au début. Alors après, on peut toujours faire des
excusez-moi, hein, des saloperies, et faire des trucs un peu hybrides. Mais ça, enfin, Kubernetes va nous laisser faire, mais il faut faire gaffe. Je sais pas, pour faire un espèce de parallèle, c'est un petit peu comme si j'étais en train de faire une espèce de circuit routier avec des trains, du bazar et tout. Alors, en général, s'il y a deux voies de train qui se croisent, ça va pas marcher à un moment donné. Enfin, comment dire, si je mets pas de signalisation, on va avoir un problème. Après, si je mets la bonne sélection qui va bien et que je m'assure qu'il n'y a jamais de, comment dire, en l'occurrence, qu'il n'y a jamais de pod qui utilise tel plugin, qui a besoin de contacter les pods qui utilisent le plugin ou je sais pas quoi, je peux peut-être m'en sortir. Mais ça va devenir un petit peu sportif. Donc, voilà. Très bien. Ensuite, Antoine, pour éviter ce genre de hack, existe-t-il un moyen de limiter les montages hostpass? Alors oui, pour éviter le hack, tout à fait, on peut limiter les host paths avec alors ou bien des pod security policies, mais qui bientôt bientôt, dans un an, seront plus supportés. Et à la place, j'ai parlé de Kyverno et OPA, par exemple, Open Policy Agent, qui permettent d'aller fixer ça. Ouais. Guillaume, c'est pas mieux d'utiliser Multus pour faire une transition sans casse? Exactement, j'avais le nom sur le, comment on dit, sur le bout des lèvres tout à l'heure. C'est Multus, le méta plugin qui permet de faire cette transition. Tout à fait. Unit qui nous demande, peut-on voir les pods CIDR attribués à chaque nœud? Alors, si on veut voir les pod CIDR, effectivement, les pod CIDR attribués à chaque nœud, alors on pourrait faire un kubectl getNodes avec un -o custom columns égale name, je vais zoomer un peu parce que, donc name.metadata.name, et puis le CIDR. Bon, là, je pense que je vais jamais y arriver en live, mais bon, on va voir. Metadata, annotation, point. Alors, je crois que c'était kuberouter.io/podcidr, un truc comme ça. Alors, ça va pas marcher, bien sûr. Il va falloir que j'aille faire un kubectl describe déjà pour aller vérifier exactement qu'est-ce que c'est que l'annotation à utiliser. Ouais, alors j'avais la bonne annotation. Et alors après, si je me rappelle bien, pour accéder aux annotations comme ça, il va falloir coter un peu tout ça et mettre des backslash peut-être juste là. Wouh! Bon, alors c'était un peu un coup de bol, mais ça a marché. Voilà, donc ça me permet d'aller récupérer la fameuse annotation que j'ai passée tout à l'heure. Maintenant, si la question est plus générique, c'est-à-dire comment je fais quand j'ai un plugin CNI, genre je sais pas lequel, et je veux trouver les podsiders, la réponse, c'est va être un très très gros, encore une fois, ça dépend. Parce qu'on va avoir, il y a des plugins qui vont avoir un podsider, et donc effectivement, des fois ce serait une annotation, des fois ça va être stocké directement dans la spec du nœud, et il y a des plugins qui n'ont pas de podsider. Par exemple, le fameux AWS ENI machin chose là, il n'a pas de podsider. Lui, il va aller taper en fait dans un pool d'adresses de mon VPC, mais j'ai pas de sous-réseau alloué au nœud. Si je prends Weave, par exemple, c'est un peu différent. Dans Weave, j'ai carrément plusieurs podsiders par nœud. En fait, Weave, ce qu'il fait, c'est qu'il commence par filer un petit podsider à chaque nœud, et après, si jamais on le remplit, il fait un peu comme au poker, quoi. Il en rajoute tant qu'il faut, quoi. Très bien. Je leur avais demandé de te poser des questions tordues. Il y en a qui ont bien fait, qui ont bien rempli leur rôle. Si c'est fait par le control plane, cette allocation par node de CIDR, il faut installer un truc en plus pour l'interrogation. Il faut faire quoi? Alors, comment on fait? En gros, c'est deux flags. Il y a un flag pour le controller manager qui va être allocate podsider, si je me rappelle bien, et un deuxième flag qui va être podsider subnet. Alors, désolé, j'ai plus les flags complètement en tête, mais c'est deux flags. Il y a un flag pour lui dire, vas-y, distribue des podsiders au nœud, et il y a un deuxième flag pour lui donner le gros subnet dans lequel il va ensuite couper les petits subnets. Par défaut, il donne des /24, mais si ça ne nous va pas, on peut lui donner un troisième flag pour lui dire, voilà la taille des parts de fromage qu'il faut donner à chaque nœud.
Petite question de notre cher Oussama. J'aimerais passer la certification Kubernetes. J'ai fait la formation Kubernetes NX et je fais de la veille sur YouTube. Notamment, il cite la chaîne YouTube Nanatech World. Il y en a d'autres. Il y a Xavki, Cocadmin, Krustiak, etc. Quelle formation me recommandez-vous? Là, je pense que c'est en rapport avec les certifications. Que pensez-vous des certifications Kubernetes? Et enfin, est-il possible d'utiliser le CPF via NX? Voilà, le CPF, je peux répondre, peut-être, puis après je te laisse la suite. Le CPF, on a notre dossier qui est en cours depuis quasiment 1 an maintenant et on attend la validation de l'organisme compétent. Voilà, et ça prend du temps et on ne dira rien de désagréable sur la procédure, mais on aimerait bien que ce soit validé pour que les gens qui n'ont pas la possibilité forcément de se faire financer leur formation par leur entreprise puissent la faire. Voilà, et je te laisse, Jérôme, en répondre à la suite sur les certifications. Alors sur les certifications, alors déjà comment les certifications, est-ce qu'elles sont bien et tout ouais, alors je vais être honnête, je connais pas du tout la pertinence de la certification au niveau du marché de l'emploi en France. Ce que je veux dire par là, c'est que je sais pas s'il y a des employeurs, des recruteurs, des employeuses, des recruteuses, des boîtes en France qui vont prêter attention à ça. Ça, je saurais pas dire. Ensuite, le contenu des certifications, c'est pas mal. La CKAD, donc c'est le développement. Avec les formations que tu as fait avec nous ensemble, à mon avis, tu peux la faire sans aucun problème. La CKA, je conseille de s'amuser à monter un peu des clusters. Il n'y a pas besoin d'aller super loin. Franchement, quand j'ai passé ma CKA, moi, j'avais monté des clusters genre dans des VM, KVM en local, mais comme un sauvage, et il s'est trouvé que c'était largement suffisant. Et puis la CKS, je l'ai pas encore tenté, donc je sais pas trop. Donc, je préfère pas me prononcer. Ensuite, comment ça se passe? Ce qui est bien dans ces certifs, c'est pas du QCM, c'est de la pratique avec des questions du genre vous devez lancer un daemon set ou un bidule qui soit comme ci, comme ça. Donc, mettez le YAML correspondant dans tel chemin là sur la VM, dans exactement tel endroit et tout. Donc, du coup, vous pouvez tester un petit peu l'affaire, lancer le bazar, vérifier que ça fait ce qu'il faut. Vous mettez le YAML au bon endroit et hop, ça après, il y a une moulinette qui corrige automatiquement. Donc, c'est de la pratique. C'est pas du par cœur. On a accès à la doc Kubernetes, on a accès au blog Kubernetes aussi, si mémoire est bonne. Donc, je trouve que c'est pas mal comme certif. Joseph, comment ça se passe si on scale de nœuds? Le fichier AWS CNI est là sur le nouveau nœud? Très bonne question. En effet, si jamais je crée de nouveaux nœuds, comment ça se passe? Et ben là, c'est grâce au daemon set, donc que ce soit AWS Node ou KubeRouter ou etc. Comme c'est un daemon set, ça veut dire lance-moi ce pod sur tout nœud du cluster. Donc en gros, quand le nœud rejoint le cluster, il y a le daemon set qui va automatiquement lancer un pod. Le pod correspondant sur le nœud. Donc là, en l'occurrence, au début, quand j'avais mon AWS Node, il y a un pod AWS Node qui est lancé sur le nœud et c'est ce pod qui va aller déposer le fichier de config au bon endroit, comme l'ont fait les pods KubeRouter après. Abdenour qui demande, peut-on faire un changement avec un rolling update de DS pour ne pas avoir une interruption de service? Très bonne question. Faire le même CRD de l'ancien. Ouais, est-ce qu'on peut faire un rolling update sur les daemon sets? Réponse oui. On a deux stratégies sur les daemon sets. On a le mode delete où en gros quand je mets à jour mon daemon set, il se passe rien. Et c'est quand je détruis à la main les pods qu'il va créer le nouveau pod à la place. Donc ça c'est le mode je suis hyper prudent parce que j'ai vraiment pas envie de me foirer. Et après donc on a un mode rolling update. On met à jour le daemon set et il va mettre à jour les pods les uns après les autres. Ça se fait très bien. Mon seul conseil, entre guillemets, et bon, c'est assez obvious finalement, hein, mais c'est de bien faire gaffe à avoir des bons health checks, des bonnes sondes de readiness, parce que Kubernetes va se baser sur la readiness pour enchaîner le rolling update. Donc, si jamais j'ai pas de sonde de readiness, effectivement, je peux mettre à jour mon daemon set et il va passer tout au bulldozer sans se rendre compte qu'il est en train de déployer des pods qui marchent pas bien. Par contre, si j'ai fait une bonne sonde de readiness, alors là, à quoi ça ressemblerait? Faudrait réfléchir un petit peu hein, pour un plugin CNI. Faudrait que le truc vérifie qu'il a bien établi les peerings avec les autres nœuds. Peut-être que si je veux vraiment être en mode ceinture et bretelle, en fait,
j'ai 2 daemon sets. J'ai mon daemon set avec mon plugin CNI. Ensuite, j'ai un daemon set qui, entre guillemets, sert à rien, enfin, qui sert juste à être là pour être sûr que j'ai au moins un pod par nœud. Et après avoir mis à jour le pod, la sonde de readiness va vérifier que tous les pods de ce daemon set-là ping. C'est une espèce de test de connectivité sur l'ensemble du cluster, par exemple. C'est une idée comme ça. Bon, après, le plugin CNI, c'est pas un truc qu'on met à jour tout le temps. Enfin, si, des montées en version, ça se fait. Des changements, non. Julien qui demande, est-ce que les services de type load balancer continuent de marcher après le changement de plugin CNI? Oui, absolument. Et exactement, c'est ça qui est beau. J'aurais dû le montrer, en fait. J'aurais dû exposer le déploiement. Mais ouais, ça continue à marcher, justement à cause du truc Lasagne là, dont je parlais tout à l'heure. On peut remplacer une couche, il y a tout le reste qui continue à tourner. Pierre-Yves, salut Pierre-Yves, demande, y a-t-il un site avec des comparaisons des CNI? J'ai choisi KubeNet plus par défaut que par choix. Ouais, alors je crois qu'il y a des sites qui comparent un peu tout ça, mais là, comme ça, je pourrais pas t'en sortir un, paf. Mais oui, il y a des belles comparaisons. Alors après, ce que je conseille, c'est de bien regarder, d'avoir des comparaisons récentes, parce que c'est des choses qui évoluent quand même un petit peu au fil du temps. Alors récente, ça veut pas dire d'il y a moins de 2 semaines, hein. Genre un truc qui date de 2020, je pense c'est bon, mais il faut faire gaffe parce qu'on pourrait facilement tomber sur un truc de 2017 ou 2018 qui aurait l'air bien fignolé, mais qui serait peut-être un petit peu outdated sur certains aspects, quoi. Très bien. Abdenour, peut-on faire un changement? J'y ai déjà répondu, mais je l'ai oublié. J'ai mal fait mon job en plus. Zied qui demande pourquoi avoir choisi KubeRouter par rapport à Calico, par exemple. Oh bah là, c'est parce que c'est Costas qui m'a conseillé KubeRouter et Costas c'est un balèze. Alors du coup, moi j'ai fait comme ça. Jack Bauer, on peut pas le contredire. Non, et puis après, bon, pour j'ai pris celui-là parce que bon, ça, c'est un truc qu'on utilise pas mal chez Enix, donc on a un peu l'habitude. Et c'est un truc qui est pas hyper connu. Et pour moi, c'était l'occasion de le pousser un petit peu parce que je pense que quasiment tout le monde, enfin, comment dire, tous les gens qui se sont penchés, excusez-moi, sur les plugins CNI ont probablement entendu parler de Calico. Par contre, KubeRouter, c'est un peu le challenger, le underdog, alors que pourtant, c'est vraiment pas mal. C'est à la fois simple, assez performant, etc. Donc, c'est pour ça qu'on a fait un Helm chart, hein. C'est parce que justement, on l'utilise pas mal et à un moment donné, on s'est dit, bon, pourquoi il n'y a pas de Helm chart? Allez, on fait un Helm chart, quoi. Donc voilà. Question suivante, on approche de la fin. Est-ce que les assume rôles, mécanismes de sécurité AWS, continuent de fonctionner lorsque tu changes ton pod network? Oui, absolument. En fait, tout ce qui va être la gestion des credentials, AWS, AIM, etc., tout ça, c'est complètement indépendant. Alors, modulo, un petit détail quand même, c'est vrai que quand les... alors, il y a une bonne question là, parce que quand les pods sont lancés avec le plugin VPC, machin, etc., quand ils vont se connecter au endpoint metadata d'AWS, donc 162.254, 162.254, je pense qu'ils peuvent accéder directement à un rôle comme ça, mais alors, pareil, je réfléchis un peu à voix haute. Normalement, la méthode un peu best practices et tout ça, quand on veut faire de l'identification au niveau des pods sur EKS, c'est qu'on va utiliser un service account, on va coller une annotation sur le service account pour dire ce service account Kubernetes, il va être mappé sur tel rôle IAM. Et ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, il y a un token qui est injecté dans le pod, exactement comme le token de service account que vous connaissez peut-être, le var run secrets, etc. On a un deuxième token qui est un token qui va permettre ensuite de faire justement un assume role. Et du coup, ça, j'ai envie de dire que ça marche quel que soit le plugin CNI. Après, il y a peut-être un deuxième mécanisme que je ne connais pas qui permet au pod d'aller directement taper sur le endpoint metadata AWS et de directement avoir un pod identity. J'en doute.
J'en doute parce que j'ai jamais vu ça nulle part et à ma connaissance, oui, Node Identity, ça existe, mais Pod Identity, je crois pas. Donc on peut toujours faire du assume role, à ma connaissance, ouais. Et je pense que c'est la dernière question. La Sécu a prévu pour chaque VM une deuxième interface réseau d'admin. Kubernetes Network permet-il de prendre en compte 2 interfaces réseau associées au nœud? Je vais dire plus ou moins, ça dépend ce qu'on entend par prendre en compte les 2 interfaces. Souvent, ce qui va se passer, c'est que quand on va configurer notre pod network et les plugins CNI qui vont avec, on va indiquer en gros, alors par défaut, il va utiliser le routage Linux standard. Après, des fois, on peut aller mettre un petit paramètre en plus pour lui dire, bah tiens, je sais pas moi, imaginons que ce soit un truc basé sur des tunnels VXLAN, je veux que tu les fasses passer par telle interface. Alors, ça va souvent être indirect, c'est-à-dire qu'on ne va pas dire je veux que tu ailles utiliser ETH3 ou ENS5 ou EN0P4S8. On va plutôt dire je veux que tu utilises telle adresse IP. Et à partir de là, bah, ça va router sur le bon réseau et donc sur la bonne interface. Après, il y en a d'autres où, par exemple, quand on va faire du bridging, là, ça va être l'inverse, c'est-à-dire qu'on va créer un bridge, et quand on crée un bridge, à un moment donné, il faut mettre une interface dedans. Donc bah, là, on va dire explicitement, mets-moi cette interface-là dedans. Donc je dirais que Kubernetes lui-même, en fait, il s'en fout un peu de savoir si on a 1, 2 ou 12 interfaces sur nos machines. C'est vraiment au niveau de la config du pod network et des plugins CNI associés que ça va se passer. Donc ça va être une réponse au cas par cas en fonction des plugins CNI qu'on installe. Très bien. Merci Jérôme. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Voilà, je disais par écrit, puis je vais le dire oralement. Vous allez recevoir donc le lien d'accès au replay. Dès qu'on va fermer, ça va automatiquement vous envoyer un mail dans 5 minutes. Vous pourrez revoir Jérôme, vous réexpliquer la même chose, vous attarder sur les slides qui vous plaisaient. Et puis, il y a un petit formulaire un petit formulaire à remplir. Ça nous ferait plaisir que vous nous donniez un petit feedback pour savoir ce qu'on doit améliorer, ce qui était bien. Vous avez le droit de dire aussi que c'était génial. Et puis, vous aurez les slides aussi à la fin du formulaire. Si ça vous emmerde, le formulaire, vous cochez rien, vous faites juste répondre et vous aurez l'accès aux slides direct. Et puis, quoi qu'il arrive, je mettrai sur YouTube le replay sur notre chaîne. L'occasion de vous suggérer fortement de vous abonner à nos différents réseaux, notamment sur YouTube, pour ne pas rater les replays, ou sur Twitter, ou comme ça, vous pourrez suivre nos futurs events. Voilà, je sais pas, Jérôme, c'est à toi la parole pour finir. En tout cas, merci. Écoute, moi, je vais aller regarder ce qui se passe sur le meetup Docker Online, parce que du coup, on va un petit peu rater le début. Mais voilà, écoute, non, c'était un plaisir. Merci à tous et à toutes pour ce petit moment sympa. Puis si vous avez des idées, des trucs que vous avez envie dont on parle, qu'on couvre et tout, n'hésitez pas aussi à partager ça. Je crois qu'il y a une question là-dessus dans le formulaire. Voilà. Quoi qu'il en soit, bonne soirée à tous et à toutes. Presque bon week-end. Et puis restez en bonne santé, tout ça, quoi. Voilà. Ouais, à bientôt pour le prochain event. Salut.